deux phrases, je dirais d'une part un profond respect pour la nation arabe et pour ses aspirations nationales, et d'autre part un refus de transiger sur les droits des Juifs. C'est ça le double volet de la pensée de Jabotinsky. Et nous allons parler ce matin de Zeev Jabotinsky, du mouvement révisionniste, et de savoir un peu de quelle manière, si Jabotinsky vivait aujourd'hui, de quelle manière il aurait réagi à ce qui se passe dans la politique israélienne de nos jours. Et pour en parler, nous sommes très heureux de recevoir aujourd'hui Pierre Lursab. Pierre, bonjour. Bonjour Olivier. Alors vous êtes, on va dire, vous avez regroupé, traduit plusieurs textes de Zeev Jabotinsky dans un livre qui s'appelle Le mur de fer. On va dans un instant essayer de comprendre pourquoi vous avez donné ce titre à ce livre, justement, et à tous ces textes qu'il contient. D'abord, pourquoi justement Jabotinsky aujourd'hui ? Pourquoi ? Je sais que c'est quelque chose qui vous tient très à cœur, bien entendu. Pourquoi sortir un livre justement sur ça aujourd'hui ? En fait, d'abord le projet de la bibliothèque sioniste qui comporte déjà quatre titres, dont un de Golda Meir. Donc c'est un projet assez éclectique. Hein. Je me consacre pas seulement à Jabotinsky, mais c'est vrai que je pense d'abord il n'est pas très traduit en français, et puis il reste pertinent longtemps après que ces textes ont été écrits, et notamment ce recueil, donc ce dernier recueil, Le mur de fer, qui est le titre d'un article très fameux qu'il avait écrit en 1923, qui concerne les rapports entre Israël et les Arabes, et qui reste très actuel, parce que d'ailleurs cette notion de mur de fer finalement est rentrée dans la postérité, l'a consacrée, et aujourd'hui en Israël, vous avez beaucoup de gens, notamment au sein de l'armée, qui vous disent que la doctrine stratégique d'Israël, elle est fondée sur le mur de fer. Alors on va voir si c'est vrai aujourd'hui dans les faits, hein, puisqu'on vous en parlez beaucoup dans le livre. On va parler d'abord de Zeev Jabotinsky, un peu d'un mouvement, d'un point de vue historique. On dit qu'il est le chef du mouvement révisionniste. Pourquoi ce mot révisionniste ? Alors, le sionisme révisionniste, ça veut dire, en fait, ça a un sens très précis, ça veut dire révision au sens de retour aux racines. D'accord. C'est-à-dire, il entendait réviser le sionisme de son époque, qui s'était, à son avis, éloigné des principes fondateurs, qui étaient ceux de Herzl. D'accord. Donc, revenir aux principes fondateurs, création d'un État pour le peuple juif. À l'époque de Jabotinsky, la politique officielle, c'était ne pas prononcer le mot État pour ne pas froisser les Anglais. Et donc, il était tout à fait hostile à cette façon de dissimuler les objectifs du sionisme. Il disait, nous devons affirmer clairement que nous revendiquons un État en Eretz Israël. Alors, vous parlez beaucoup dans ce recueil, donc, et Jabotinsky parle beaucoup justement des relations dans le futur État, puisqu'on est en 1923, dans le futur État d'Israël, entre les populations juives et les populations arabes. Et on va dire que son approche est un peu surprenante pour ceux qui n'ont pas l'habitude, hein, justement, peut-être, de savoir quelle est la pensée de Jabotinsky. Si on devait résumer en deux phrases l'approche de Jabotinsky concernant, justement, les rapports entre les Arabes et les Juifs en Israël. Eh bien, en deux phrases, je dirais d'une part un profond respect pour la nation arabe et pour ses aspirations nationales, et d'autre part un refus de transiger sur les droits des Juifs. C'est ça le double volet de la pensée de Jabotinsky, qui est très, vous dites, étonnante, et qui est, à mon sens, très actuelle aussi. C'est-à-dire, d'un côté, il dit nous l'aurons pas, les Arabes n'accepteront pas la souveraineté juive en Eretz Israël. Ou plutôt, ils l'accepteront seulement lorsqu'ils verront que c'est un fait accompli auquel ils n'ont plus aucune chance de s'opposer par la force. Et donc, il dit à la fois, il faut respecter la nation arabe et ne pas, par exemple, penser qu'on peut l'acheter en lui promettant des bienfaits économiques, hein, ce qui est une idée très répandue dans la pensée, dans la politique israélienne, et puis, ou même jusqu'à aujourd'hui avec Gaza, ce qui se passe à Gaza. Et d'autre part, ne croyons pas que c'est pas pour autant que les droits des Juifs doivent faire l'objet de concessions, et donc il s'oppose à des concessions territoriales, et il dit de toute façon l'éthique, la morale est de notre côté. Ça, c'est aussi très original dans la pensée de Jabotinsky. Il dit la morale est du côté des Juifs parce que nous sommes le peuple qui n'a aucun État sur la terre. Les Arabes ont une vingtaine ont beaucoup d'États, ont beaucoup de kilomètres, hein. Il parle vraiment en kilomètres du nombre d'États et de kilomètres que possèdent les pays arabes. Et pourtant, il donne, dans le futur État qu'il dessine,
il donne vraiment beaucoup de droits aux populations arabes. Oui, alors de ce point de vue-là, c'est vrai qu'il y a un côté un petit peu utopique, parce que bon, il écrit avant le réveil bon, à la fois il comprend le nationalisme arabe et en même temps, je dirais qu'il peut-être que sur ce point précis, il se fait des illusions, un petit peu commercial à son époque, a pu se faire des illusions. Bon, tous les deux, ils ont des accents prophétiques, mais ce ne sont pas non plus des prophètes, ce sont des hommes politiques. Et donc, je dirais qu'il revendique une égalité des droits pour les futurs citoyens arabes d'un État juif, d'un État à majorité juive, et fidèle à ses conceptions, puisqu'il avait participé à la rédaction d'un programme d'Helsingfors qui disait il faut que les minorités dans l'Empire russe aient des droits égaux. Et donc, fidèle à cette conception, il dit les Arabes auront des droits égaux dans le futur État juif. Et il va jusqu'à dire il pourrait y avoir des ministres arabes, il pourrait y avoir un vice-premier ministre. Un vice-premier ministre arabe à côté d'un premier ministre juif. Alors évidemment, on n'en est pas arrivé là, mais pour toutes sortes de raisons. Bien que, alors on parler dans quelques instants de la réalité politique israélienne et de ce qui se passe aujourd'hui en Israël, et peut-être la vision de Jabotinsky sur ce qui se passe aujourd'hui, si on peut la donner, mais toujours dans le cadre justement des droits qu'il donne à la notion, aux Arabes, aux populations arabes, c'est bien entendu à condition que les populations arabes reconnaissent aussi les droits d'Israël. Bien sûr, et il a une phrase tout à fait importante, il dit en politique, le principe fondamental, c'est la réciprocité. On ne peut pas reconnaître quelqu'un qui ne nous reconnaît pas. Et quelque part, je dirais que la question se pose toujours un siècle après. C'est finalement, est-ce qu'on peut reconnaître des droits aux Arabes tant qu'ils ne nous ont pas reconnus? Est-ce qu'on peut accepter des députés arabes qui siègent à la Knesset et qui ne reconnaissent pas un État juif souverain? La question reste toujours posée. Alors justement, on va essayer de parler un peu de ce qui se passe aujourd'hui dans la politique israélienne, bien entendu, et peut-être d'essayer d'avoir une vision par rapport justement à la vision de Zeev Jabotinsky. Est-ce qu'aujourd'hui, d'abord, vous pensez qu'il y a des héritiers de Jabotinsky en Israël et dans les partis politiques? Alors, des héritiers de Jabotinsky, oui, il y en a certainement. Il y en a même tellement que c'est difficile de faire le tri entre les... Vous savez qu'il y a des gens qui se réclament de Jabotinsky dans tous les partis, pratiquement. Et qui se réclament, mais est-ce qu'ils sont vraiment les héritiers? Alors ça, c'est une question, évidemment, moi je me sens pas autorisé à trancher, à trier le bon grain de l'ivraie, mais simplement je dirais que j'essaie d'être fidèle, de présenter les idées de Jabotinsky, ses textes, en étant le plus fidèle à sa pensée, à ne pas le déformer, à ne pas essayer de l'annexer à un camp ou à un autre. Il y a des gens qui ont voulu l'annexer à un camp libéral, très progressiste, comme ça. Vous vous souvenez peut-être qu'il y a 10 ans, Boulevard Rothschild, on manifestait avec la photo de Jabotinsky. Donc il y a des gens qui se réclament de lui dans toutes les tendances politiques. Moi, je crois que... est-ce qu'il y a des gens qui le représentent aujourd'hui dans la politique israélienne ? Je suis un petit peu sceptique. Je crois que pourquoi ? Parce que justement, peut-être qu'ils ne le connaissent pas à fond, comme peut-être. Absolument. Je crois qu'ils ne le connaissent pas très bien. Et pour vous donner un exemple, j'ai traduit précédemment un autre recueil sur ses conceptions en matière d'économie. Parce que la droite israélienne, qui est son héritier naturel... Qui se veut libérale. Pense que parce qu'on est droite, on est obligé d'être ultralibéral. Alors que Jabotinsky était à la fois contre le socialisme et aussi contre le libéralisme. Il avait une vision tout à fait originale qui était fondée sur la Bible hébraïque. Et donc je pense que dans son propre camp, il est méconnu. Et il reste à le faire connaître au grand public et aussi aux gens qui se réclament de lui. Donc pour revenir à votre question, est-ce qu'il a des héritiers? Il en a sur certains sujets. Mais on pourrait, par exemple, s'amuser à démontrer est-ce que Netanyahou était un héritier de Jabotinsky? Sur certains sujets, sans doute oui, mais sur d'autres, il n'était pas. Alors justement, le fait qu'aujourd'hui, il y a eu dans le gouvernement qui est actuellement encore au pouvoir, mais qui va changer sans doute dans quelques mois, alors, c'est vrai que c'est pas encore un vice-premier ministre arabe, mais disons qu'il y a eu un parti arabe qui a soutenu d'une manière ou d'une autre cette majorité. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose que Jabotinsky aurait vu d'un bon œil? Il l'aurait vu d'un bon œil sur la question, peut-être sur le plan des principes, mais en tout cas pas dans les faits. C'est-à-dire il n'aurait pas pu accepter l'idée que des Arabes siègent au gouvernement sans reconnaître le caractère juif de l'État d'Israël. Vous voyez, puisque c'est un principe sur lequel il ne pouvait pas transiger. À son époque, le vrai débat, c'était surtout la question de la majorité juive, qui aujourd'hui est acquise, mais
malgré tout, le caractère juif de l'État, pour lui, c'était aussi quelque chose d'essentiel. D'ailleurs, même sur ce sujet-là, il est très loin de l'image qu'on a parfois de lui d'un ultra-laïque. Il était tout à fait attaché au respect du judaïsme dans l'espace public, par exemple. Alors, on va terminer sur le titre de ce recueil, de textes que vous avez traduit de Zeev Jabotinsky, sur le mur de fer, justement. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer quel est ce terme par rapport à Jabotinsky? Oui, le mur de fer, c'est au sens symbolique, c'est-à-dire au sens figuré. Il ne s'agit pas de construire une muraille autour d'Israël, la muraille qui sépare Israël de Gaza ou la barrière de séparation, tout ça, c'est très loin du mur de fer. Le mur de fer, ça veut dire tout simplement une force de dissuasion telle que les Arabes renonceront un jour à vouloir nous chasser. Finalement, ils finiront par nous accepter tout simplement parce qu'ils comprendront qu'on est là pour y rester. Donc, ça veut dire en fait la dissuasion. C'est-à-dire être une armée forte? Absolument, une armée forte. D'ailleurs, à son époque, il pensait même à l'armée anglaise aussi. Il disait plutôt, il y a des gens qui prônent l'armée anglaise, des gens qui prônent une armée juive, mais tout le monde est d'accord pour tout le monde s'entend à dire qu'il faut une armée pour nous protéger. Donc, cette idée de la dissuasion qui a été évidemment adoptée par Tzahal, même par David Ben Gurion, son grand adversaire, je dirais que c'est un des principes fondateurs de la doctrine stratégique d'Israël jusqu'à aujourd'hui. Après, est-ce qu'elle est appliquée dans les faits? On parle justement du dôme de fer, mur de fer, dôme de fer, vous en parlez en tout cas dans le préambule, justement, et on a l'impression que c'est pas exactement la politique du mur de fer, le dôme de fer, justement. Oui, effectivement. On va terminer sur ça. Je pense qu'on en est loin. Le dôme de fer, c'est à la fois très ingénieux, mais Jabotinsky, quelque part, se moque de l'intelligence juive qui est capable de trouver des solutions très compliquées à des problèmes très simples. Parce que c'est pas un système de dissuasion. Ah non, c'est un système. Moi, je dis que c'est un système qui dissuade finalement Israël d'attaquer Gaza, parce que plus on est capable d'intercepter tous les missiles en vol, plus finalement on se dit on n'a plus besoin on peut tout à fait accepter d'avoir à notre frontière un gouvernement du Hamas qui nous tire dessus de temps en temps quand il a envie. On se sent protégé. Et puis on est protégé. C'est ce que Jabotinsky aurait, je dirais, il serait opposé pour toutes sortes de raisons, et aussi pour une raison de principe, c'est que il considère que d'abord, n'oubliez pas que dans le sionisme classique de Jabotinsky et des grands pères fondateurs, il y a l'idée de redevenir un peuple fier de lui, de porter les armes, etc. Toutes sortes de choses qui ont été accomplies. Mais sur le dôme de fer précisément, je crois qu'il y a quelque part un retour à la mentalité galoutique qui est contraire à l'éthos sioniste. Le mur de fer, donc des textes de Vladimir Jabotinsky. Paru aux éditions L'Éléphant, et qu'on peut trouver en France, notamment dans toutes les librairies. En le commandant, il est coédité par BOD, Books on Demand. Et prochain livre ou prochain père fondateur justement du sionisme que vous allez... Il y a beaucoup de candidats, toutes sortes de sujets intéressants. D'accord. Évidemment, mais je n'ai pas encore décidé. Il y a beaucoup de textes de Jabotinsky sur la question ukrainienne. Il y a toutes sortes d'autres personnages qui sont méconnus en France. Très bien, on suivra de très près. On sera très heureux de vous recevoir de nouveau. Pierre Lurçat, dans ce studio, merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci sur Studio vous. Qualita.